Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez dans le 6610. Donc là j'ai attaqué à nettoyer les bordures de champs à l'épareuse. Donc au programme de la vidéo, on fait de l'épareuse et on en profite pour faire un petit tour de plaine. Allez, c'est parti. Alors, donc, l'ensemble, vous le connaissez, hein. Je viens de dire 6610 avec l'épareuse Kuhn, poulie longueur EP 50-50 SP, donc grade 5,50 m avec des ports à l'avant. Donc là, c'est toujours le même matériel. Je vous remets le lien des vidéos que j'ai faites déjà avec cet outil. Donc l'objectif, là, de nettoyer les bords de champ, c'est justement éviter de laisser les graines proliférer dans la parcelle au fur et à mesure des années. Et donc en fait, on aurait tendance avec la moissonneuse à en attraper un petit peu sur les bords et puis réétaler sur la largeur de coupe de la machine. Donc c'est un peu problématique. Ensuite, donc je vous ferai au programme, là je vais vous faire des images du chantier, hein. Donc, mais aussi du tour de plaine. Donc là on va commencer. Donc là on va se retrouver tout de suite dans le vif du sujet avec le mélange orge de printemps luzerne. Donc comme vous pouvez voir, l'orge de printemps a rudement souffert du sec. Non seulement un semis un peu plus tardif, mais le sec n'a pas aidé. On n'ose pas trop arroser de peur que la luzerne prenne trop le dessus et puis que ça devienne imbattable. Mais si ça continue comme ça, c'est ce qui risque de se passer, parce qu'on peut voir que il y a certains pieds de luzerne, des repousses du premier semis, hein. Donc on voit un petit peu au sol la luzerne qui a été ressemée, qui s'est installée. Donc elle est pas forcément très épaisse, mais bon, elle va s'étaler. Puis là c'est sûrement un pied qui est resté du premier semis, qui est toujours là, qui a résisté au glyphosate. Parce qu'il faut savoir que dans la parcelle là, depuis le semis, hormis avoir fait, je crois qu'on a fait un insecticide, un petit coup d'engrais, mais sinon on a fait zéro fongicide, zéro désherbage. Comme vous pouvez le voir, il y a du vulpin qui est redémarré, qui a un petit peu de vulpin, il y a quelques chardons, il y a aussi, et ça c'était à prévoir, des repousses de sarrasin. Donc repousses de sarrasin dues à l'anté précédent qui était en orge, qu'ensuite on a fait un essai de culture dérobée en sarrasin, mais depuis on a du sarrasin qui arrête pas de repousser. C'était pas forcément une très bonne idée de faire ça. On en a récolté un petit peu, mais c'était pas la bonne idée. Ensuite on a du laitron. Donc ensuite niveau propreté, on est un petit peu moyen, mais bon, c'est pas évident de vouloir faire quelque chose en désherbage sans soit assommer l'orge, sans soit assommer la luzerne. Donc on laisse ça faire tranquillement. Point de vue du stade, comme vous pouvez le voir, il y a certains pieds où les barbes commencent à sortir de la dernière feuille, donc elle est en train de s'ouvrir pour laisser sortir l'épi. Et puis sinon, principalement on est au stade dernière feuille, qui est ici, qu'on peut voir là, et voire même du stade gonflement. Donc gonflement, c'est la tige ici, la dernière feuille qui gonfle pour faire sortir l'épi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, le retour que je pense beaucoup attendaient sur ce semis. Donc la luzerne est implantée en dessous, bon c'est moyen, mais bon, on verra bien. Il y a du pied un petit peu partout, donc bon, on va croiser les doigts pour que ça tienne, et puis on verra ce qu'on fera à la moisson. Ça sera à ce moment là qu'on décidera quoi faire, voir si on le bat ou si on le fauche pas directement. Donc à voir.
Ensuite, les pois de printemps. Donc, je vais pas aller dans la parcelle parce que je l'ai traité ce matin. Donc, je vais éviter d'aller mettre les pieds dedans. Vous comprendrez que il y a des délais avant de pouvoir rentrer dans la parcelle. Donc, ce matin, j'y ai fait un fongicide. Étant donné qu'on arrive à la fin de la floraison, donc ça a fleuri pendant une bonne quinzaine de jours et là il y a encore des fleurs. Donc là on est à peu près à 2 étages voire 3 étages de gousses, c'est-à-dire je vais me mettre sur ce pied là. Donc vous voyez un premier étage ici, un deuxième et un troisième qui est en train de se former. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant à voir si fin de floraison il n'y a pas d'eau, on va peut-être mettre un petit coup d'enrouleur mais très léger, un petit coup d'eau très léger pour justement permettre un bon remplissage des gousses. Puis comme vous pouvez voir aussi, il y a quelques petites dégénérescences. Là c'est des pois roses, je sais pas ce que ça fait là-dedans parce qu'à la base c'était de la semence certifiée qu'on a semée pour la multiplier en semences de ferme. Donc bon bah allez, moi je continue et puis je vous fais quelques images du broyage et puis on va se retrouver, on va avancer au fur et à mesure dans la plaine et puis on va voir les cultures au fur et à mesure. Allez go! Allez, on continue. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis changé, hein, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, je suis reparti à faire, toujours avec le 6610, les bordures de champ. Donc on continue en même temps de faire le petit tour de plaine. Donc là, on se retrouve dans la parcelle. Ah, il y a un moucheron. Donc là, on se retrouve dans la parcelle de lin d'hiver. Enfin, une des parcelles, mais la parcelle que vous avez pu voir dans une des dernières vidéos sur le fongicide où elle était en fleurs, et bien là aujourd'hui elle est au stade donc où les capsules sont formées, donc quasiment à maturité. Là maintenant ce qu'on va attendre avant de pouvoir l'arracher, c'est que toutes les feuilles soient cuites, voire même limite tombées, donc il faut qu'elles soient comme ceci. Donc là on voit bien que la tige elle est bien raide, hein. Là on commence à la casser, donc la fibre est déjà formée dedans. Maintenant on attend que le lin sèche un petit peu sur pied pour pouvoir donc l'arracher. Donc pareil, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus si je suis dans le coin. Et puis ensuite une autre étape, c'est pour ça qu'on attend un petit peu plus pour faire l'arrachage, c'est-à-dire l'écapsulage. Donc en fait des machines spécifiques vont venir récolter la graine qui se trouve dans les capsules pour la séparer de la nappe de lin, tout en reposant la nappe de lin au sol, qu'on puisse nous ensuite passer avec les enrouleuses pour pouvoir le ramasser. Voilà. Donc là, là maintenant, hein, c'est vraiment les dernières étapes. Je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra comme ça, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voler le drone dans la parcelle vite fait, et puis vous allez voir un petit peu les hétérogénéités qu'il y a dans la parcelle. Les ronds marrons, ce sont tous des ronds de pierre. Et les ronds où c'est un petit peu plus franc, on va voir, je pense, du ciel, là où le lin sera un petit peu plus vert. Et puis là où c'est grillé, c'est là où la sécheresse est passée. Voire même que dans ces parcelles-là, chose que je voyais très rarement jusqu'à présent, on peut voir qu'il y a des petites fentes où j'arrive quand même à y glisser un doigt. Bon là sur le flanc de la crête on est sur de l'argile, mais bon c'est rare quand c'est sec comme ça à cette époque de l'année, mais bon, le climat est foutu comme ça. Cette année ça aura été un printemps sec, mais bon, le lin d'hiver s'en est pas trop mal sorti. Justement, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus en me demandant pourquoi faire du lin d'hiver par rapport à du lin de printemps. Et là déjà vous avez la raison presque principale de pourquoi on fait les deux.
eh bien c'est pour sécuriser un petit peu de lin par rapport à la sécheresse, étant donné que ces parcelles-là ne sont pas irrigables, mais qu'il faut quand même faire des rotations de culture. Eh bien on a décidé de mettre du lin d'hiver dans ces parcelles-là. Voilà, donc là vous avez pu voir un petit peu les veines, comment ça pouvait se dessiner. Dans le lin, c'est hyper flagrant. Dès qu'il y a un rond de caillou ou quoi, tout de suite c'est marqué. Donc bon, mais ça va, c'est pas non plus l'ensemble de la parcelle qui est comme ça, heureusement. Bon, bah là maintenant, je retourne de l'autre côté. Là, on est arrivé dans l'Eure. Je retourne dans l'Eure-et-Loir. Et puis on va se retrouver et bah, ce coup-ci à côté du lin de printemps. Allez, on continue. Ce coup-ci, on se trouve dans le blé. Donc là, bah, comme vous pouvez voir, l'épiaison est déjà faite depuis un petit moment. Là, le stade, je sais même pas à quel stade on est. On va regarder ça tout de suite. Donc là, la graine est formée, donc on doit être au stade de remplissage. Voire même là, on est au stade laiteux pâteux. Donc laiteux pâteux, c'est la graine donc, qui se remplit, qui est toute molle, et puis qui sort un petit peu de lait, de la pâte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on simplifie la chose au maximum. Mais il y a encore des variétés où je peux voir encore des étamines qui sont en train de tomber. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur la ferme, comme je l'avais expliqué, on fait des mélanges variétales. Donc il y a 5 variétés. De tête là je saurais plus vous les redire. Donc le but c'est de limiter les intrants en termes fongicides, qu'une variété sensible et une autre non, que ça puisse s'équilibrer. Sauf que cette année le mélange n'a pas été le mieux pour réaliser ceci, parce que cette année il y a eu une pression rouille colossale, et sur les 5 variétés il y en avait 3 qui étaient sensibles. Donc je vous laisse imaginer le résultat. On a voulu sauter le premier fongicide, et puis c'est la grosse erreur. Il aurait pas fallu le louper. Il aurait pas fallu le faire sauter, quoi. Donc bon. Tant pis, maintenant c'était fait. Une intervention phyto avait été réalisée justement pour calmer la rouille, mais malheureusement ça a attaqué la dernière feuille aussi, plus le sec, plus la chaleur, enfin bref, plein de choses. Mais cette partie là du blé a été irriguée, toute la vallée là qui est ici est irriguée. Donc bon, ça a déjà sauvé pas mal les meubles, parce que si on n'avait pas ça, à mon avis ça ferait pas du tout ce qu'il faut, quoi. Donc aussi, petite particularité du secteur, comme vous pouvez voir, c'est des blés, tous les blés sont des blés barbus. Donc en fait, le choix de faire du blé barbu, c'est tout simplement parce qu'on a pas mal de dégâts de sangliers, et justement quand le blé est à ce stade là, ils auraient tendance à revenir, à foutre en l'air le champ pour essayer de bouffer les grains, justement au stade quand ils sont encore tout mous là, et ils aiment ça. Donc le fait d'avoir des barbes sur les épis de blé, ça leur racle la gorge, ils aiment pas ça, et puis ils vont voir ailleurs si j'y suis, quoi. En gros, c'est un peu ça. Aussi, on peut voir la présence de quelques mauvaises herbes, comme le tant redouté vulpin qui est ici. Je vois là-bas au loin, il y a du brome mou, il y a de la folle avoine. Enfin bref, il y a toujours de mauvaises herbes. On aura beau, je crois, faire des gros désherbages d'automne,
ça changera pas le problème, il y a les résistances qui sont là. Donc bon, je dis pas que ça nettoie pas du tout, parce que ça fonctionne quand même un minimum, mais bon, faut être de plus en plus vigilant au moment de la moisson, à faire attention à ce qu'on fait avec la moissonneuse batteuse, c'est-à-dire battre des champs sales, ne pas ressauter dans des champs propres sans l'avoir nettoyé, car c'est comme ça que les bêtises elles arrivent. Mais ce genre d'âneries on les voit pas la première année, on les voit les années d'après. Puis bon, il y a certaines terres où on peut se permettre de faire des rotations et d'autres on ne peut pas en faire, donc des rotations longues avec des cultures de printemps. Tout ce qui n'est pas irrigable ici au printemps, là, avec des printemps secs comme on a en ce moment, c'est même pas la peine, ça sera un bouillon. Vous avez bien vu l'orge de printemps, pourtant elle a été irriguée, même si elle a été semétard. Ça a quand même, le sec n'a quand même pas fait du bien. Voilà un petit peu les blés aussi, comme ça vous permet de les voir. Puis c'est pareil, hein, intervention phyto dans les blés, c'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire. Maintenant on va attendre la prochaine étape ici, ça va être pareil, ça va être la moisson ou peut-être un dernier tour d'irrigation si jamais il n'y a pas d'eau, parce que là on a de l'eau qui est annoncée ce week-end. Donc on va bien voir. Donc oui aussi, blé précédent colza, blé même variété, on ne cherche pas ici, on fait toutes les mêmes variétés, on fait le même mélange pour partout. Donc là variété les 5 mêmes qui sont en face. Mais ici précédent, alors soit on est limite entre les pois, c'est ça au poteau là, entre les pois et le lin. Donc là par là c'était du lin, précédent lin, et là précédent pois, et à l'autre bout de la parcelle précédent lin aussi. Puis on ira voir après ce que ça a donné précédent les blés de précédent sorgho, parce que là c'est une catastrophe. Et vous allez voir la différence entre du blé qu'on a arrosé et du blé qu'on n'a pas du tout arrosé sur les cailloux. Bon, ce qui devait arriver arriva. Donc sur Instagram j'ai vu pas mal de personnes pour trouver mon idée de rétro pas trop mal. Donc c'est que de la récup, hein. Le rétro c'était celui de la Komatsu, mais il servait plus à rien. La barre là c'est du tube, j'ai ressoudé un carré, des brides qui servent à passer les flexibles hydrauliques pour prendre sur la barre. Sauf que on a mangé un caillou. Donc elle a mangé un caillou, elle a fait boum et puis voilà. Ah, ça fait suite. Ça fait 4 ans que je tourne avec ce truc là. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'était à prévoir aussi un petit peu. Donc là je vais vous expliquer un petit peu maintenant que vous avez vu les images au drone. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup de les pareuses, mais je peux pas piloter et conduire ça en même temps, c'est pas possible. Donc là on est dans le cas concret. Je suis en train de broyer aussi, donc toujours les bordures, hein, bord de blé. Mais là vous voyez que je suis quand même pas mal enfoncé dans le champ. Et en fait, c'est juste que tout ça là, il y a de la mauvaise herbe. Tout ça c'est de la mauvaise herbe, il y a même du gaillet, du brome, enfin bref, il y a un peu de tout dans la bordure là, même du vulpin.
Et donc en fait, bah là si on peut voir, ouais, je suis vraiment dans le blé. Je préfère mettre en l'air un peu de blé. De toute façon, c'est quoi? C'est quelques épis, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Je préfère foutre en l'air quelques épis. C'est pas pour le peu qu'on va perdre, mais au moins derrière, point de vue salissement de la parcelle, bah ça évitera de le manger avec la moissonneuse, de le réétaler sur 9 mètres, puis qu'après ça devienne de la résistance et tout ce qui s'ensuit. Donc là, l'objectif de nettoyer les bordures de champ, bah, c'est comme le nom l'indique, c'est de nettoyer. Donc premièrement, limiter la pousse des mauvaises herbes, qu'elles partent dans la parcelle. Deuxièmement, point de vue visibilité avec la moissonneuse, ça me permet de bien savoir où sont mes bords, de ne pas aller chercher sur les bancs, de me dire où est-ce que le bord, parce que je rappelle qu'on a une coupe de 9 mètres de large, donc c'est quand même, faut faire quand même attention aux bordures. Et troisièmement, ça permet de faire un pré-contrôle, on va dire ça comme ça, bah des bordures si jamais il y a des gugus qui se sont amusés à acheter des panneaux, acheter des jantes ou acheter autre chose, ce qu'on appelle des corps étrangers, qui peuvent rentrer dans la machine et faire beaucoup de casse. Donc ça permet de faire un prévisualisation au cas où on pourrait déjà trouver quelque chose, parce que ça peut arriver. Ou alors un panneau qui se décroche puis qui tombe dans le champ, bah au moins avec les pareuses, comme je vais pas vite, j'ai le temps de contrôler aussi sur le bord si jamais il y a quelque chose pour prévoir à la moisson. Voilà. Bon bah moi ça me fait suer mon rétro, mais c'est comme ça. Oh bah dis. Quand on voit les picots, on va pas y toucher aux chenilles, hein, parce qu'à mon avis ça va faire mal. Bon bah moi je finis ma rangée là. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui, on continuera demain. Puis bah demain on ira voir les orges d'hiver, parce que vous avez vu les blés, hein, les blés là on est toujours dans la parcelle de la grande parcelle. C'est la continuité de la grande, là on revient toujours, c'est toujours la même. Donc les variétés sont les mêmes, il n'y a que les veines de terre qui changent. Mais bon, je ne vais pas vous filmer en vue aérienne, vous avez déjà vu à peu près ce que ça donnait, c'est ce que ça donnera à peu près partout, quoi. Voilà. Allez, on se trouve dans le blé de sorgho. Comme vous pouvez voir, c'est pas jojo du tout. Mais alors pas du tout. Les blés m'arrivent même pas aux genoux. Bon, vis-à-vis de la sécheresse, ça a pas aidé. Bon là ça va qu'on avait eu de l'eau il y a 15 jours maintenant. Mais là on voit voilà un petit peu, ça représente un peu les terres ici en période de sécheresse. Si on n'avait pas l'irrigation, vous voyez un petit peu là-bas, le précédent il joue aussi. Là un précédent, comme je l'ai dit, sorgho, malgré un broyage, un bon passage, même 2 coups de terrano, eh ben j'aurais mieux valu, il aurait mieux valu qu'on le sème à la volée avec le 4os. Je pense que ça aurait fait peut-être un meilleur résultat. Un ressalissement aussi, malgré le même programme de désherbage que les autres parcelles de blé. Donc le sorgho aura été du début à la fin un calvaire, quoi. Donc bon, c'est comme ça, faut bien essayer de nouvelles choses. Donc là, bon bah la parcelle de blé de sorgho sera pas belle du tout, mais on le verra à la moisson avec les cartes de rendement sur la moissonneuse. À mon avis, ça sera flagrant les différences de rendement. Mais voilà un petit peu le terroir ici quand bah voilà, sécheresse, pas d'irrigation. Voilà ce que ça pourrait seulement donner, contrairement à là-bas où là il y a eu déjà 2 voire 3 tours d'eau, plus de la pluie qui est tombée. Quand même on a eu de la chance d'avoir de la pluie. Je sais que un peu plus loin ils n'ont pas eu cette chance là, donc c'est ce qui a sauvé les meubles aussi ici, je pense, parce que on n'aurait pas eu d'eau, ça aurait été totalement différent. Allez, on continue le petit tour. Là on est le lendemain, j'ai repris. Il va
faucher les bords. Donc aujourd'hui on est dans l'orge d'hiver, variété Faro. Donc une orge avec un précédent blé, antécédent lin qui n'avait pas été récolté, qui avait été labouré. Donc là on se situe dans des terres, des argiles à silex, donc des terres qui gardent quand même pas mal l'humidité malgré le sec. Bon, l'orge après c'est toujours trompeur avec l'effet barbe, on croit que c'est toujours magnifique, qu'il va y avoir beaucoup de rendement et ainsi de suite, mais généralement pas de pronostic. De toute façon, on m'a toujours dit jamais faire de pronostic tant que c'est pas sous le hangar. De toute façon ça sert à rien, c'est ce qui est dans la trémie qui compte, c'est pas de regarder la végétation comme ça. Certes elle est pas vilaine, hein, comme vous pouvez voir les épis, bon ça commence à tourner petit à petit. Donc là on va arriver dans les stades où on va arriver bientôt à la maturité, hein. Bon là c'est le prochain stade de la plante, hein. Là les pieds, elle a des fleuris, les grains sont remplis, maintenant il n'y a plus qu'à mûrir, quoi. Donc là la moisson, comme vous pouvez le voir, c'est pas pour tout de suite. On est le 3 juin là, à l'heure actuelle, le jour où je tourne la vidéo dans l'orge. Donc les jours précédents étaient le 1er, 1, 2, 3 juin à peu près, le temps de tournage de la vidéo. Donc la moisson ici c'est pas encore pour tout de suite, hein. Mais je pense que d'ici à ce que j'aurai sorti la vidéo, si ça se trouve elle sera sous le hangar. Donc on verra ça, je vous mettrai le petit message en dessous. Si vous voyez pas de message, c'est que c'est pas encore récolté. Donc voilà un petit peu, on continue toujours, hein, les petits tours de plaine. Donc je sais pas quoi vous dire honnêtement sur l'orge, quoi, hein. Là elle est au stade où maintenant on va laisser faire comme tout le reste, hein. Là le tour de plaine c'est vraiment entre guillemets le dernier tour de plaine vraiment qui donne une idée des stades aujourd'hui et puis de la future récolte, quoi. Vous pouvez voir sur chaque culture on est quasiment à un stade où c'est limite bientôt récolte. Enfin dernière étape, la récolte. Mais bon, on verra ce que ça dira, mais bon, ça n'a pas l'air si vilain, mais quand c'est comme ça, le grain est bien gonflé, bien costaud. Puis une fois sec, il a rudement réduit en taille, quoi. Et puis dans ces parcelles-là, les désherbages, comme vous pouvez le voir, c'est coup-ci, coup-ça. Mais bon, aujourd'hui, les désherbages, c'est très compliqué. Si on fait pas de rotation longue, on se fait vite envahir, mais le souci c'est que dans ces terres là c'est pas travaillable facile au printemps. Mettre en place une culture de printemps ici c'est ultra compliqué, donc on peut faire quasiment que des rotations avec des cultures d'hiver, sauf que bordure de forêt, donc admettons on ferait des pois ou des choses comme ça d'hiver, ça serait retourné par les sangliers, donc bon. C'est compliqué de trouver la bonne culture à adapter à chaque secteur de l'exploitation, sachant qu'ici, bien évidemment, c'est pas irrigué. Donc, faut vraiment trouver les cultures pour faire une belle rotation, pour pouvoir bien changer ces matières actives de produits phyto, pouvoir faire de bons désherbages, pouvoir avoir un champ propre aussi, et tout ça en le faisant dans de bonnes conditions. Donc bon. Je vous mets quelques images au drone de l'orge.
Allez, suite de la vidéo. Donc on se retrouve quelques jours plus tard parce que bon bah il y a eu le week-end qui est passé entre deux. Il y a eu, j'ai dû partir une journée à la concession pour filer un coup de main à remonter la vis d'alimentation de la coupe de la moissonneuse. Parce que l'année dernière à la moisson on avait mangé quelques pierres dans des blés qui étaient complètement versés et plaqués au sol. Donc la vis a pris un sacré coup dans la tronche. Donc ça c'est réparé. Moi, ça n'aura plus qu'à aller la récupérer chez le concessionnaire où mon patron ira. Donc là, on se trouve dans le colza, comme vous pouvez voir. Colza, donc je rappelle le SMI à la volée. Colza qui a été très compliqué à emmener jusqu'ici. Mais comme vous pouvez voir, au niveau des formations des siliques, tout le dessus a grillé. Les trois quarts des siliques sont abîmés. Enfin bref, c'est pas. Ça sera pas encore une superbe année en colza ici. Mais bon, dès le semis, on a un peu loupé le coup. Préparation de terre trop grossière, une levée compliquée. On avait misé sur des orages et les orages ne sont pas venus du tout. Donc résultat, c'est ce qui nous a mis dedans. Et puis voilà, aujourd'hui, bon, il y a quand même du colza, hein. On va pas s'en plaindre, mais on va dire que c'est du colza un petit peu opportuniste parce que à un moment donné, personnellement, passer son temps à aller traiter, etc., c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc on l'avait laissé tomber en courant octobre. Enfin, à la mi-septembre, on l'avait laissé tomber parce qu'on a dit on verra ce que ça fera. Et puis si ça pousse, on le laisse. Si ça pousse pas, on mettra autre chose. Et puis voilà, mais il faut arrêter les frais pendant un moment. Ça sert à rien d'insister. Quand le colza n'a pas décidé de démarrer, faut le laisser tranquille. Coup de chance, fin novembre, on a vu qu'il avait quand même pas mal repris en vigueur. Du moins les pieds qui étaient levés avaient réussi à gonfler pas mal pour boucher les trous. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, on arrive à là. Mais cependant, on a quand même eu des ronds où il a fallu faire quelque chose. Et puis on a ressemé de l'orge de printemps à la place. Donc c'est des ronds qui n'avaient pas été traités avec un herbicide à la fin de l'année. Donc là, il y a à peu près 1 hectare dans la parcelle qui a été ressemé, sans compter des ronds où il n'y a pas de colza. Mais on n'allait pas faire non plus des rustines d'orge dans tous les sens. Donc voilà un petit peu, donc pareil, même procédé que le mélange orge de printemps luzerne que vous avez vu au début. Donc semi-direct, pas de travail du sol, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Et puis au moins ça permet de combler le trou pour l'année et puis de faire un petit peu plus propre et pas de perte de surface non récoltée, quoi. Donc, comme ça vous avez pu voir un petit peu les colza aussi sur l'exploitation, donc pas forcément une très bonne réussite, mais là où il y en a, il a quand même sacrément branché. Donc c'est la variété Mélodie, une variété ultra précoce qui a bien rattrapé le tir, qui a sacrément bien branché, comme vous pouvez voir là sur un pied. Là il y a un seul pied, il y a je sais pas combien de branches. Donc l'important c'est qu'il va y avoir un petit peu de silique et qu'on va récolter un petit peu de colza. Voilà. Bon allez, moi je vais continuer les pareuses. Là je me suis arrêté juste ici. Par contre j'ai pas le drone, donc vous ne verrez pas d'image du colza en altitude. J'aurais bien aimé vous le montrer, comme ça vous auriez vu un petit peu les dégâts qu'il y avait dedans, les trous, etc. Mais bon, vous les verrez une prochaine fois ou à la moisson. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vidéo assez longue, le temps de vous faire tout le tour des parcelles, c'est un petit peu long. Le temps de vous mettre des petites images au drone que vous voyez en vue aérienne, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant les vues aériennes que les vues au sol. Donc comme ça vous a permis de voir un petit peu comment étaient les cultures. Donc je rappelle, la vidéo a été tournée en début du mois de juin, donc les cultures ont vachement évolué aujourd'hui. La moisson a même commencé depuis la semaine dernière. On en avait fait un tout petit peu la semaine dernière, cette semaine on a tourné un peu plus. On a quasiment terminé les orges. Donc tout ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant vous pouvez voir aussi que le bâtiment a reçu son nouveau toit, donc des tôles en bac acier avec
un film de protection pour éviter la condensation. Cependant, plus de tôle translucide. Bon, c'est comme ça. Mon patron a fait ce choix-là, hein. C'est lui qui décide. Donc, il a décidé de faire comme ça. Certes, ça fait un petit peu sombre, mais bon. Une fois que le filet de protection va être retiré, un électricien viendra, mettra de l'éclairage. Bon, c'est sûr, pour moi, c'est pour ce qu'il y a de mieux, mais bon, bref. Faudra s'y habituer, c'est comme ça. En même temps, vous voyez qu'on a changé un petit peu l'aménagement de l'atelier. Donc ce qu'il y avait ici, pour le moment, je l'ai mis là. Il me reste encore 2-3 babioles à trouver une place, mais en fait, le fait que le bâtiment soit plus sombre, eh bien, ça provoque un petit peu de contraste au carreau du tracteur, c'est-à-dire que quand on va reculer une remorque ou quoi, ça fait un écran tout noir. Il suffit que les carreaux, il y a un tout petit peu de poussière dessus, on voit notre reflet et on voit absolument plus rien de ce qu'on fait. Et puis même si on ouvre le carreau, on verra pas mieux clair parce que le fond du bâtiment est sombre. Donc personnellement, j'ai décidé, bien évidemment, j'ai demandé l'autorisation, qu'on décale tout ce qui était là sur le côté là, comme ça permettra que là où il y a la de honte, vu que ça va être le colza qui va être stocké ici, de pouvoir reculer sans avoir trop d'obstacles autour pour qu'il n'y ait pas de casse. Parce que bon, on sait jamais, hein, un coup de volant et puis ça peut faire boum. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et puis moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. J'y répondrai au mieux comme d'habitude. Puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!